Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mes débatteurs. Gilles Boussingaud, ancien journaliste au Figaro. Bonsoir Gilles. Bonsoir Stéphanie. Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Je suis ravie, je disais aussi aux chroniqueurs de la première heure, je suis ravie que vous soyez avec moi le jour de la Saint-Valentin. J'espère que je ne vous ai pas trop privé d'une soirée prometteuse. Bon... Dans une heure, mais la soirée prometteuse, c'est à Europe 1. Exactement, mon cher Elliot, bonne réponse. Bonsoir Guylain Benessa. Bonsoir. Vous êtes avocat, docteur en droit, auteur de Nos vrais maîtres, histoire secrète de ces hommes qui vendent la France à l'Union européenne aux éditions L'Artilleur. Alors c'est intéressant, alors que se tient la conférence de Munich sur la sécurité en présence de 60 chefs d'État et de gouvernement, c'est intéressant de vous entendre sur ce livre qui interroge qui gouverne la France, les politiques ou des juges que personne ne connaît. On a souvent ce genre de débat ici sur Europe 1. Alors vous, clairement, Guylain Benessa, vous dites que ce ne sont plus les politiques qui gouvernent, mais bien les juges européens. Écoutez, ce bouquin, c'est simple, c'est mon dossier Epstein à moi. C'est-à-dire qu'on nous dit depuis 75 ans environ que les juges, enfin en tout cas depuis quelques années que les juges font tout, qu'on ne peut plus rien faire. Et en fait, j'ai choisi, à mon avis, un angle inédit et qui est pour moi très parlant, en tout cas je l'espère, c'est que l'Europe a été fabriquée par des hommes de droit, que ces hommes de droit, on n'en sait strictement rien, c'est des biographies inconnues, c'est des anonymes qui ont réglé la machine européenne depuis le départ, et c'est des petits hommes gris, parfois inconnus, parfois très talentueux, parfois, faut le dire simplement, logés là où il faut, au bon endroit, au bon moment, qui ont usiné un fédéralisme et une supranationalité qui fait qu'en fait l'Europe est totalement axée sur le fédéralisme depuis le départ, depuis le premier jour, depuis les années 50, raison pour laquelle en 2026, lorsqu'on a le Mercosur, l'insécurité, l'immigration ou tout le reste, on est bloqué parce que le droit a été fermé et verrouillé de façon à ce qu'on puisse ne plus rien faire et qu'on regarde le train marcher sans nous. Oui, c'est ça que vous nous expliquez, Guylain Benessa, dans votre livre, c'est que vous écrivez que le système a été conçu pour interdire toute machine arrière. Ça veut dire qu'un État ne peut pas vraiment revenir en arrière sans sortir de l'Union européenne, c'est ça ce que vous dites ? En fait, ce que je dis, c'est que vouloir envisager, comme beaucoup de gens le disent, on va tout refaire de l'intérieur, c'est une chimère. C'est une illusion absolument mortifère, pour une raison simple, c'est que le premier jour dans le bureau de Jean Monnet, jusqu'en 2026 avec Emmanuel Macron, 2026, on a eu un seul axe qui a été créé depuis le départ, c'est le fédéralisme ou rien du tout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit non mais on va changer l'Europe, on va essayer de retrouver des coopérations entre États, on va essayer de trouver de la liberté, on va essayer de faire des référendums, on va essayer de changer la loi, on va essayer. Ça, de toute façon, l'Europe depuis le départ dit c'est le fédéralisme, c'est-à-dire c'est moi qui décide, moi Europe, ou alors c'est vous. Mais dans ce cas-là, l'Europe n'existera plus. Et c'est ce duel absolument invraisemblable, et j'allais dire absolu, qu'il faudra soit mener de front, soit laisser la machine continuer comme elle est en ce moment. Alors à mon avis, pour le pire des résultats, mais c'est le grand débat de notre temps. Et si on comprend ces petits hommes qui l'ont fait de cette façon, on comprend qui en sont les héritiers, comme Emmanuel Macron, et surtout qui a vraiment le volant et qui tient le guidon depuis le départ. Le reste, j'ai envie de vous dire, c'est que littérature. Alors, c'est vrai que dans votre introduction, vous nous dites en gros que c'est Ursula von der Leyen qui tient bien le volant en ce moment, et vous donnez cet exemple évidemment dont on se souvient tous de cette femme sur le golfe de Donald Trump qui se voit asséner les droits de douane en étant presque ravie que la sentence ne soit pas plus lourde. C'est une illustration très parlante de ce que vous nous dites dans ce livre. Ah mais complètement. Le problème, vous savez, il est simple, c'est que Ursula von der Leyen, elle tient le guidon, c'est la présidente de la Commission européenne, mais en fait, et ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'elle tient le guidon, elle fait comme elle peut. Alors déjà, il faut dire que face à Donald Trump, pour l'instant, on pèse pas grand-chose. On verra demain, pour l'instant, on voit ce que ça donne. Mais qu'en plus, derrière, il faut bien comprendre que derrière Ursula, on a créé plein de concepts qui permettent à l'Europe d'avancer toujours un peu plus. Alors en fait, on a un visage qu'on connaît. C'est le visage d'Ursula, l'impératrice de l'Union européenne, mais derrière, on a toute une machine qui permet pour elle d'avancer chaque jour un peu plus. C'est cette machine-là dont on comprend rien, et il faut le dire pour une raison simple. Pour moi, c'est la ruse de la machine d'ailleurs. C'est que l'Europe, ça a l'air très ennuyeux, parce que le droit, c'est très ennuyeux, et que du coup, la ruse ultime, c'est que plus c'est ennuyeux, moins on s'y intéresse, plus on se dit, il n'y a rien à faire. Et moi, ce que je dis, c'est arrêtons de croire que c'est ennuyeux. Il y a des gens qui l'ont rendu ennuyeux volontairement, parce que plus vous le rendez ennuyeux, moins le peuple s'y intéresse. Et moins le peuple s'y intéresse. Mais vous savez, il y a un vrai complot que je raconte dans le bouquin. C'est pas un complot au sens où dès le premier jour, tout était absolument écrit. Mais il y a des héritiers, des petits hommes qui ont continué l'œuvre depuis Jean Monnet. C'est cette histoire-là que je raconte. Si on comprend comment cette histoire s'est forgée,
On sait pourquoi en 2026, à mon sens, la plupart des promesses sont exclusivement des chimères. Alors, bénéfices et un peu moins ceux des citoyens? Ah bah, pour les citoyens, je ne vois même pas tellement le bénéfice. Vous savez, Ouais. je ne suis pas devenu sceptique par idéologie. Je suis devenu sceptique vis-à-vis de tout ça à force de travailler. Et je raconte notamment, vous savez, moi ça m'a rendu presque fou furieux. J'ai découvert par exemple que les juges européens, la justice européenne a été créée par un antisémite qui s'appelait Maurice Lagrange, Oui. qui était un vichiste, je dirais absolument pas tenté. Et quand vous remontez à l'origine de tout ça, et vous vous dites, la merveille de Bécane qu'on nous a créée, qui est censée nous apporter tous les jours, paix, prospérité, réussite et bienveillance et tout ce qu'on veut, on voit un peu les origines douteuses et en plus on voit le résultat qui est loin d'être formidable tous les jours. J'ai envie de dire, mettre un peu de scepticisme là-dedans, ça fait pas de mal, surtout au moment où les gens se disent, dites l'Europe merveilleuse, elle nous a apporté beaucoup de choses, mais on voit la guerre, on voit comment dire, la misère qui s'installe, la paupérisation des classes moyennes, les gens se demandent pourquoi l'électricité coûte de plus en plus cher. On peut pas dire quand même que ce soit une belle réussite depuis des décennies. Ouais. Gilles Boussingault. Oui, Guilain Benessa, justement, votre livre m'amène à une réflexion. Si j'ai bien compris l'esprit de votre ouvrage, c'est que c'est un gouvernement des juges quasiment, un gouvernement de l'ombre, et que finalement, ce gouvernement des juges ne retient aucune autre autorité que la sienne. Donc du coup, pour pouvoir changer cela, qu'est-ce qu'il faudrait, quelle solution on pourrait trouver, si ce n'est une révolution qui vienne de l'intérieur? Mais est-ce que c'est possible? En fait, c'est exactement ça. C'est pire encore qu'un gouvernement des juges, comme on l'imagine. On imagine souvent que des juges prennent des décisions, qu'elles ne sont pas bonnes et qu'on est bloqué. C'est plus insidieux que ça. C'est qu'en fait, l'Europe, c'est du droit et le droit, c'est de l'Europe. Tout simplement. Vous savez, l'ancien président de la Commission européenne, Walter Hallstein, dont Philippe de Villiers a longuement parlé dans son propre livre, Walter Hallstein disait dès les années 60, l'Europe n'a rien. Elle n'a pas de pouvoir, pas de police, pas d'administration, pas d'armée, c'est du papier. Oui. Donc du coup, il faut faire quoi? Il faut fonder du droit, parce que le droit, ça va être l'arme nucléaire de l'Europe. C'est une façon de lier les États. Mais quand vous faites du droit, d'une part, c'est obscur, et d'autre part, il faut des interprètes et des fabricants de droit. Les fabricants de droit, c'est les juges. Ce qui fait que depuis les années 50, 60, 70, c'est une longue histoire, les juges ont auto-légitimé leur pouvoir et celui de l'Europe en même temps en disant si j'ai que du droit, on va faire du droit, et plus il y aura du droit, plus il y aura d'Europe. Raison pour laquelle la technocratie a pris le pouvoir, parce que le droit n'a pas besoin de visage. Les juges, souvent, c'est des anonymes, ils sortent très peu du bois. Et d'ailleurs, Mais qui sont-ils, justement, ceux qui verrouillent cette domination de l'Union européenne et qui interdisent toute marche arrière? Vous, en tant qu'avocat, vous les connaissez? Quels sont leurs profils? Est-ce qu'ils sont empreints d'idéologie? Le vrai problème, vous savez, c'est que, c'est ce que j'écris en noir sur blanc dans le bouquin, c'est qu'on s'imagine toujours que le droit est pur et parfait, objectif, neutre, vous savez, l'état de droit. Et ce que je montre, c'est que, a priori, mais... je disais tout à l'heure de Maurice Lagrange, le premier qui a donné naissance à tout ça, jusqu'à aujourd'hui, les fers de lance de la justice européenne, de la Cour de justice, en fait, ils ont créé une idéologie commune. Ils se sont tous référés à cette idéologie, et le plus frappant, ce que j'ai trouvé, je ne pensais même pas avoir de tels résultats, je vous avoue, en écrivant, je me suis dit, mon Dieu, je suis ravi de faire ce livre, c'est qu'en fait, ils se connaissent tous. Vous avez un directeur de cabinet qui devient assistant du deuxième, puis qui remplace le troisième au poste de juge. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est la cooptation, c'est de l'entraide, c'est un petit choix. C'est pour ça que je dis, c'est mon dossier Hallstein à moi. Très consanguin. C'est un réseau consanguin. Petit à petit, ils se choisissent, ils s'entraident, ils s'auto-congratulent. Ce qui fait qu'en plus, évidemment, quand vous êtes félicité par votre ancien ou votre successeur, vous êtes ravi de le rejoindre. Ce qui fait que petit à petit, je vais vous donner juste un exemple très précis. Dans les années 70, Valéry Giscard d'Estaing, centriste pourtant, a voulu nommer un ministre gaulliste, Jean Foyer, parmi les juges européens. Et Jean Foyer, ministre de Gaulle, a refusé pour une raison simple, c'est qu'il n'a quand même pas combattu tous ces gens toute sa vie pour aller les rejoindre là-bas. Parce qu'il savait très bien que l'idéologie faisant, il serait marginalisé. Il serait, comme disait Chirac à l'époque, le mouton noir des juges européens. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, ces juges européens ont créé une espèce d'élite à eux, une petite cour, qui les a remplacés génération après génération, et je raconte plein de ces petits hommes dans mon livre, ce qui fait qu'au bout, ils se ressemblent tous. Vous savez, c'est même pas une question de complot à visage découvert, c'est même pas une question de lumière à braquer, c'est qu'au fond, quand tout le monde se ressemble, quand cette petite famille s'est agrégée, que tout le monde a fait les mêmes études, que tout le monde vient notamment du comité d'action Jean Monnet, que tout le monde vient des mouvements européens, que tout le monde vient des petits cercles fédéralistes, au bout, vous n'avez pas un seul juge qui pense autre chose
que tous ceux qui pensent la même chose. C'est passionnant et assez logique ce que vous nous racontez, assez cohérent. Mais Guilain Benessa, si les gouvernements voulaient se révolter finalement demain, peut-être un pouvoir un peu plus eurosceptique voulait se révolter, est-ce que c'est la bonne manière d'y arriver, de désobéir tout simplement ? Écoutez, on a eu une occurrence, on l'a un peu oublié. Je vais vous raconter aussi, je raconte dans le bouquin une anecdote très simple. En une nuit, le général de Gaulle, une nuit, pensez à ça. En 8 heures, à 20 heures, on lui dit l'Europe veut avancer encore plus son agenda fédéral, en l'occurrence Walter Hallstein, le président de la commission ex-militant nazi. À 4h30, 8 heures plus tard, le général de Gaulle dit à tous les fonctionnaires de Bruxelles, de Luxembourg et consorts, c'est terminé, vous rentrez à Paris. Et là, il commence le fameux épisode de la chaise vide au bout de 8 heures. Bien sûr. Nous, ça fait des années qu'on discute, des années qu'on dialogue, des années qu'on essaye de trouver vaguement une nuance ou un pourcentage de liberté, là où De Gaulle a dit c'est terminé, c'est fini pour moi, parce que désormais, c'est ce qu'il disait à l'époque, il faut mettre la crainte, il faut instiller la crainte dans ces têtes qui n'ont même pas l'habitude d'avoir un peu d'effroi. Alors du côté de la Pologne et de la Hongrie, on commence par moments à se révolter, n'est-ce pas ? Oui, mais la différence, je pense, fondamentale, c'est que, sans vouloir du tout leur faire injure, ces États ont rejoint au fur et à mesure le projet européen. Nous sommes les cofondateurs. Ce qui veut dire que nous sommes la France, le pays sans lequel il n'y aurait pas eu d'Europe. Ce qui veut dire que lorsqu'on réfléchit notre position, on ne peut pas la réfléchir comme satellite, mais comme décideur devant reprendre le pouvoir. Si demain la France décide d'avoir une position gaullienne, pas vaguement, pas un saupoudrage, pas comme les espèces de pseudo-gaullistes zombies d'aujourd'hui qui nous disent c'est bien De Gaulle, mais le lendemain fait le contraire. Ça veut dire que vous créez de l'effroi et de la panique, et vous mettez fin à en tout cas, vous essayez de stopper cette machine-là. Mais sinon, le reste, encore une fois, vous savez, c'est des promesses électorales, et comme disait Charles Pasqua, elles n'engagent que ceux qui les prononcent et vaguement ceux qui les écoutent. Pas bien optimiste, Elliot Maman. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, ça m'amène une question parce que vous revenez beaucoup sur la confiscation de la politique par des juges qui, bien souvent, n'ont pas été élus, qui, de toute évidence, n'ont pas été élus. Mais alors, à l'origine, comment est-ce que vous caractériseriez le projet idéologique de l'Union européenne ? Parce que vous insistez, par exemple, sur Lagrange et le passé nazi d'un certain nombre de protagonistes qui ont conduit à la construction européenne. Mais si on reprend la déclaration Schuman, par exemple, on ne peut pas exactement qualifier Robert Schuman de nazi. Donc comment est-ce que vous interprétez ces origines idéologiques-là et comment est-ce qu'elles se positionnent dans la nécessité de puissance sur laquelle on revient régulièrement ? C'est par exemple ce qui nous a effrayé lorsque l'on a vu Ursula von der Leyen face à Donald Trump, c'est l'impuissance de l'Union européenne à l'heure actuelle. Pourtant, on nous présentait le projet fédéral comme précisément le vecteur de la puissance des pays européens. Donc comment est-ce que vous analysez ces divers paradoxes ? C'est pas un paradoxe. L'Europe a été fondée sur 2 piliers. La faiblesse. Jean Monnet rêvait qu'on soit un satellite des États-Unis, rien de plus. C'est ce qu'on est en 2026, un satellite des États-Unis. L'Europe est devenue exactement ce qu'elle est depuis le premier jour, elle n'est rien. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été pensée comme autre chose que cela. Premier point. Deuxième point, je n'ai jamais dit que Schuman, que tout était nazi dans l'Union européenne. Faut pas non plus déconner, ce serait aller beaucoup trop vite en besogne. Par contre, ce que je dis, c'est que dès le départ, la façon dont ça a été réfléchi, il y avait 2 piliers ou 2 axes centraux. La technocratie. Jean Monnet ne voulait pas de Parlement européen, il ne voulait pas de démocratie européenne. Ça le faisait en gros flipper. Ce qu'il souhaitait, c'est des experts qui en fait soient qui prennent le pouvoir, qui n'aient pas de lien avec les propres États dont ils émanent et qu'ils dirigent le bateau. Donc le Parlement est presque une espèce de contre-histoire par rapport à ce que rêvait Jean Monnet, le parrain de l'Europe. Et le deuxième vecteur de tout cela, à par-delà la technocratie, c'était fondamentalement la confiscation par le droit de ce qui relevait théoriquement de la légitimité des élus. Donc en fait, comment est-ce que je dirais que l'Europe fonctionne aujourd'hui ? Elle fonctionne exactement en cohérence avec le programme initial. C'est ça qui est terrifiant, c'est que souvent on dit ça a dérivé. Maastricht n'a pas bien fonctionné. On n'aurait pas dû en 2007 avec Lisbonne, on n'aurait pas dû trahir le référendum de 2005. On n'écoute pas les peuples, en effet. On se débrouille pour ne pas les écouter à la fin. Je veux dire, et c'est précisément l'objet de mon livre, c'est dire que ces petits gens. Pour moi, Jean Monnet n'est pas franchement un grand bâtisseur, c'est même plutôt un destructeur, mais c'est un lourd débat historique. Jean Monnet dit clairement, les peuples, il n'en veut pas. La technocratie, il en veut partout. Il n'a surtout pas envie qu'il y ait de légitimité d'homme politique. Tout ça, pour lui, c'est l'époque d'avant. Oui, c'est le monde d'avant. Au fond, je vais vous dire,
La Startup Nation et le monde d'après d'Emmanuel Macron, celui qui nous rêvait de faire advenir, c'est un petit peu le rêve de Jean Monnet, c'est-à-dire le rêve d'après, le rêve des experts, de la technocratie contre la démocratie et contre la bonne vieille légitimité à l'ancienne. Guilain Benessa, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Vous l'avez écrit quoi? Par militantisme, Non. par observation de ce que vous avez vu sur le terrain et qui vous a révolté? 2 choses simples. Je vais vous dire, je vais être lyrique là, mais j'ai mal à ma France. Je n'aime pas du tout cette expression de François Giroud, mais je trouve que le paysage de désolation ne donne qu'une seule envie, c'est de mener le combat, chacun à son petit niveau. Et deuxième chose, je ne voulais pas écrire ce livre. Pas du tout. J'ai commencé à ausculter la biographie des petits juges ou des grands juges qui ont fondé l'Europe, de Lagrange jusqu'à le président actuel de la CEDH, Mathias Guillaumard, qui est sur un autre plan évidemment que Lagrange. Et en fait, c'est dessiné face à moi, devant moi, c'est dessiné une chronologie que je n'avais jamais vue nulle part, pour une raison simple, c'est que j'avais trouvé des informations éparses, mais personne n'avait choisi de faire le lien entre les petits cercles, les petits réseaux et tout ce petit monde pour voir non pas l'Europe comme une masse de normes qu'on ne comprend pas, mais comme une poignée d'hommes qui ont fondé ces normes. On s'en sort comment? Comment on s'en sort? Bah oui. En sortant, non, quand même pas. Vous êtes un défenseur du Frexit, par exemple? Non, très simple. Je pense que Frexit ou non, c'est pas le problème. Je pense que le problème, c'est les élites qui ont conduit le combat de cette façon depuis le départ. Je vous donne un exemple clair. Si demain, l'intégralité de ceux qui tiennent les cordons de la puissance française, notre État profond, comme on dit, notre administration, décide que la Constitution française prime tout le reste, parce que, comme disait De Gaulle, il y a d'abord la France, ensuite l'État, seulement après, si les deux intérêts sont préservés, le droit. Ça veut dire que si on renverse tout ce qu'on a fait, je pense que les issues sont immédiatement existantes, sauf qu'on s'est mis à penser à l'envers, on s'est mis à oublier la France, on pense le contraire, et on est arrivé à l'impasse. Merci beaucoup Guilain Benessa, nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. C'est passionnant et c'était passionnant de vous entendre aux éditions L'Artilleur. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Gilles Boussingault et Elliot Maman pour la suite de nos débats avec cette très mauvaise nouvelle tout à l'heure, la mort du jeune Quentin qui a été pris à partie hier par des militants Antifa à Lyon en marge d'une conférence donnée par Rima Hassan à l'IEP de Lyon. On en parle dans quelques instants.